Il était une fois Olympe de Gouges. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans le 3e épisode de l'émission Il était une fois Olympe de Gouges, en partenariat avec l'APCJ. Le maître mot de notre émission, mettre la femme à l'honneur. Aujourd'hui avec 3 femmes politiques de la mairie de Foix, Mina Achari, Marine Borde et Pascal Canal, parlons non plus d'Olympe de Gouges, mais de femmes politiques actuelles et bien vivantes. Bonjour à vous 3, vous êtes toutes adjointes au maire, mais vous avez plusieurs casquettes. Pouvez-vous vous présenter ? Bonjour, je m'appelle Mina Achari. Je suis née il y a 39 ans dans les montagnes de l'Atlas marocain, que j'ai quitté à l'âge de 8 ans pour intégrer les montagnes ariégeoises, où j'ai suivi ma scolarité à Lucien-Goron, puis au collège La Canale, puis au lycée Gabriel Fauré, avant donc d'intégrer la fac de droit de Toulouse jusqu'en licence, puis l'université de Paris 1 Sorbonne à Paris pour faire mon droit et passer le concours d'avocat que j'ai obtenu. Donc j'ai travaillé à Paris pendant quelques années et à la naissance de mes 2 petites filles, je suis revenue avec mon mari David m'installer à Foix et je suis devenue conseillère municipale dans l'équipe de Norbert Meller en 2014 avec le mandat d'adjointe chargée de l'action sociale depuis l'année dernière. Bonjour, donc je m'appelle Marine Borde. Je vais avoir bientôt 50 ans, donc le demi-siècle. Je suis fuxéenne de naissance et de cœur. J'ai fait toute ma scolarité ici à Foix, donc dans les écoles et également collège et lycée. Et puis je suis partie à 16 ans et demi à Barcelone pour passer mon bac et finir mes études. Je suis revenue ensuite puisque amoureuse de mon pays et de ma ville, j'ai souhaité revenir y travailler après être partie. Et j'ai un fils de 26 ans qui est grand maintenant, qui vit depuis longtemps ailleurs. Et je suis rentrée dans l'équipe de Norbert Meller en 2014 en qualité d'adjointe et je suis actuellement première adjointe de la ville de Foix et je travaille dans des structures d'insertion et associatives, pareil du département, qui sont sur Foix. Bonjour, je suis Pascal Canal. Puisque tout le monde a dit son âge, je vais m'y contraindre aussi. J'ai 47 ans. Je suis fuxéenne de naissance, également de cœur. J'ai fait ma scolarité dans le secondaire au collège La Canale d'abord et au lycée Gabriel Fauré ensuite. Je suis partie faire mes études à Toulouse, des études de lettres modernes. Et j'ai ensuite passé le concours de CPE. J'ai eu de la chance d'avoir ce concours à une période où on ne partait pas loin, c'est-à-dire surtout dans des banlieues difficiles. Et j'ai eu la chance d'avoir une affectation rapide en Ariège. Donc mon premier poste de CPE, je l'ai eu à Mirepoix, ce qui m'a permis d'intégrer très tôt, en fait, en 2001, la première équipe municipale où il y avait la parité avec Jean-Noël Fonder. Où j'étais conseillère municipale. Et ensuite, les hasards de la vie ont fait que j'ai eu l'opportunité de revenir comme CPE au lycée Gabriel Fauré où j'ai été élève et où j'exerce encore maintenant. Et je suis adjointe au maire de Foix avec Norbert Meller depuis le mandat de 2014. Et depuis les dernières élections locales, je suis également conseillère régionale avec Carole Delga comme présidente. Et là, c'est un autre exemple de femme politique qui nous guide et qu'on a envie d'accompagner de par ses compétences et son engagement politique en faveur de l'humanisme en général. Parlons carrière de femme. Marine, que signifie pour vous être émancipée en tant que femme ? Pouvez-vous nous parler de votre expérience ? Alors, je vais vous raconter mon histoire dans un premier temps, puisqu'elle illustre ce que peut être une forme d'émancipation, en tout cas celle qui est juridique et légale, puisque j'ai été juridiquement, légalement, je suis passée devant un juge pour enfants et j'ai été émancipée à l'âge de 16 ans, de façon à pouvoir partir à l'étranger et pouvoir vivre toute seule. C'est-à-dire que en fait, j'avais tous les droits, excepté celui de vote et excepté celui de pouvoir passer le permis de conduire. Je pense que c'est les deux. Cette émancipation, elle est quand je suis passée devant le juge pour enfants, elle consistait à vérifier et être certain que j'avais toute la capacité, tout le recul et toute la possibilité de juger par moi-même, d'avoir ce libre arbitre,
d'avoir cette liberté d'esprit qui me permettait de penser par moi-même. Et donc c'est ça en fait l'émancipation, c'est d'avoir toutes les possibilités pour ensuite pouvoir porter un jugement et pouvoir penser par moi-même, avoir cet esprit critique-là développé. Et donc moi je l'ai eu à 16 ans, parce que effectivement ma vie personnelle m'a mené à ça, mais je pense que pour une femme c'est encore plus important, puisque il y a certaines femmes qui dans leur parcours personnel n'ont pas cette possibilité d'être émancipées, même à l'âge adulte en fait, n'ont pas cette possibilité, je dis, c'est pas une capacité, c'est une possibilité que nous donne l'éducatif, que nous donne le système scolaire, que nous donnent nos parents, que nous donne la vie sociale, que nous donnent les amis, que nous donne l'ouverture d'esprit. Et Pascal Canal en parlera sur l'art sûrement, puisque c'est une partie de son combat qui y contribue pour beaucoup, et Mina pourra nous en parler sur tout le social et tout ce lien qui est extrêmement important. C'est ça pour moi l'émancipation de l'être humain et en général et de la femme en particulier. Mina, vous êtes avocate de profession, pouvez-vous nous parler de votre choix de carrière ? Oui, alors vous allez me trouver peut-être un peu naïve, mais ce qui a guidé mon choix de carrière, j'ai très tôt voulu être avocate, dès l'âge de 10 ans, je crois. Naïvement, parce que je ne supporte pas l'injustice, je ne supporte pas l'inégalité de traitement, je ne l'ai jamais supporté, je ne le supporterai jamais, et c'est vraiment ce constat-là des inégalités, des discriminations qui m'a conduite à vouloir tout simplement défendre les gens. Voilà, c'est ce que j'aime faire, c'est une vocation. J'aurais pu, au terme de mes études, parce que j'ai majoré, j'étais major de promo après mon master, donc j'aurais pu faire un autre choix de carrière qui m'a été proposé, qui était l'enseignement universitaire, que j'ai refusé parce que je veux être au service des personnes. Et qu'en est-il de la représentation de la femme au sein de la justice ? La femme est plutôt bien représentée dans les professions juridiques et judiciaires. Je dirais même qu'elles sont peut-être majoritaires dans la profession d'avocat. Ça, c'est un constat que j'ai pu faire pendant ma carrière, mais ce que j'ai constaté aussi, c'est que malgré le fait qu'elles soient surreprésentées, elles n'ont pas accès aux postes à responsabilité aussi facilement que les hommes. Je vous donne un exemple. Quand je travaillais dans des avocats parisiens, dans des grands cabinets d'affaires, il y avait un associé homme pour 5 collaboratrices femmes. Voilà, l'accession à l'association et donc à des rémunérations plus intéressantes et à des responsabilités était quand même beaucoup plus compliquée pour les femmes, sans compter que la plupart du temps, et statistiquement ça a été démontré par des études qui ont été faites par les écoles d'avocats, dans les 5 premières années d'exercice de la profession d'avocat, les femmes se réorientent vers la profession de juriste en entreprise, tout simplement parce qu'elles ont leurs premiers enfants et qu'elles veulent consacrer du temps à cet enfant-là. Du moins la société considère qu'elles devraient s'occuper de leurs enfants plutôt que de développer une carrière d'avocate. Si je peux me permettre, continuer sur le même sujet, parce qu'il y a beaucoup à dire sur les femmes et la justice en dehors de la représentation de la femme en justice. Vous savez que l'allégorie de la justice, c'est la déesse Tébis, qui est une femme. Donc il y a beaucoup à dire sur ce sujet-là. Et moi, ce qui m'importe, c'est quand même que vous sachiez que j'aimerais que la parole des femmes soit plus entendue, notamment concernant les violences faites aux femmes. Elle n'est pas assez entendue à l'heure actuelle. Et il faudrait qu'elle le soit, que cette justice qui est représentée par cette déesse grecque Thémis, elle puisse être à l'écoute, avant tout, des femmes pour améliorer leurs conditions de manière générale. Pascal, vous êtes conseillère principale d'éducation dans un lycée. Que pensez-vous des politiques éducatives en faveur de l'égalité des sexes ? Vaste question. Il y aurait tant à faire et si peu est fait en réalité. Alors il y a des politiques d'affichage, il y a des opérations pour favoriser par exemple l'accès aux carrières scientifiques et aux orientations scientifiques pour les filles, mais dans la représentation concrète et dans les faits concrets, il n'y a pas réellement de moyens et de temps pour accompagner les jeunes filles dans leurs projets. Il y a de toute façon une difficulté à la gestion individuelle des parcours et on se rend compte que finalement on a toujours de bonnes intentions, des grandes opérations d'un ministère un peu tentaculaire qui de temps en temps flèche une telle priorité qui n'est pas forcément suivie, qui est souvent dépendante des bonnes volontés locales. Alors si localement dans un établissement il y a une femme engagée, puisqu'il y a maintenant des correspondants égalité des chances dans les établissements,
établissement, mais ça dépend encore trop des bonnes volontés locales, de la personnalité du référent et aussi de la liberté que lui donne le chef d'établissement et le projet d'établissement dans lequel il est. Et ensuite, il y a aussi tout simplement le rapport qu'on peut avoir selon les endroits où on se trouve, hein, selon qu'un établissement scolaire est situé dans des zones défavorisées ou pas. La place des filles est pas la même, que ce soit au sein des familles, qu'au sein de la société, du quartier et de la ville. Et il n'y a pas vraiment de moyens de remédiation. Le levier finalement le plus important pour nous, Éducation nationale, dans ces situations difficiles, ça reste les associations d'éducation populaire avec lesquelles on peut travailler, qui ont une vision globale de ce que vivent les jeunes dans les quartiers et qui peuvent peut-être nous inciter à aller dans telle famille, à aller voir telle fille qui serait en difficulté, parce que malheureusement l'éducation nationale reste quand même une grosse machine un peu opaque, avec une obsession toujours trop forte des enseignants pour les programmes, sans s'intéresser au parcours individualisé. Et il y a vraiment beaucoup à faire pour développer des politiques éducatives dans ce sens. Il y a une petite avancée sur l'éducation affective, mais là aussi, il faudrait que la parole des filles soit un peu plus entendue, un peu plus libérée, et qu'on les accompagne mieux dans ces paroles. Qu'on sorte peut-être aussi des stéréotypes de genre où les garçons ont une injonction à la virilité, à l'assurance et à la bousculade quelque part dans les collèges. Et si on arrivait à sortir de ces jeux de rôle, peut-être que les filles pourraient s'exprimer mieux et que les garçons auraient moins de mal-être aussi, parce que les deux sont liés. Constatez-vous une avancée des mœurs à l'école ? Alors justement, c'est une question qui m'agace un peu parce que souvent dans les règlements intérieurs, notamment d'établissements scolaires secondaires, on parle de questions de tenue décente ou indécente, de mœurs, et c'est souvent aux filles qu'on pense. Et d'ailleurs, ces questions sont généralement tournées vers les filles. Et c'est souvent les filles qui sont convoquées dans les bureaux de CPE et dans les vies scolaires pour des croque-tops qui, selon l'établissement où on est, ne sont pas jugés décents. Les shorts également. Et c'est quelque chose contre quoi je me bats professionnellement. Et je regrette justement qu'il n'y ait pas vraiment d'avancée dans ce domaine et dans cette représentation de la fille et de ce qu'on appelle décent ou indécent. Et je regrette d'ailleurs que dans les écoles publiques, on emploie encore dans les règlements intérieurs ce mot de décence. Donc il y a vraiment encore beaucoup de travail, même si certainement il peut y avoir eu des avancées, mais par rapport à la période où moi j'étais élève, je ne constate pas de grands progrès. Et j'en suis désolée. Vous êtes toutes les trois adjointes pour le maire de Foix. Pourquoi avez-vous souhaité intégrer cette fonction ? Alors moi, je dirais plutôt que c'est la fonction qui m'a intégrée, en réalité. J'ai fait du bénévolat pendant de nombreuses années au Secours catholique de Foix, qui est une association humanitaire qui est très active sur la commune de Foix. Et dans ce cadre-là, déjà, adolescente, j'avais conscience des inégalités dont je vous ai parlé tout à l'heure. Et j'ai monté, par le biais de cette association, pour vous donner un simple exemple de l'action que je menais déjà adolescente, le permis de conduire en langue arabe et berbère, qui a permis à une trentaine de femmes qui étaient éloignées de l'emploi, qui n'étaient pas émancipées parce qu'elles n'avaient pas de véhicule, et qui faisaient face à l'obstacle que constituait la langue française pour passer son code de la route. Donc j'ai donné des cours en langue arabe et berbère à ces femmes-là, en collaboration avec l'auto-école du Château à l'époque. Donc chaque soir, pendant 3 ans, pendant toute mes années de lycée, je donnais des cours le soir pour permettre à ces femmes-là d'avoir le permis de conduire. Donc quand Norbert Meller s'est approché de moi en 2014 pour me proposer de le rejoindre dans son équipe, c'est tout naturellement que j'ai dit oui, parce qu'encore une fois, par le biais de ma profession d'avocate, je cherche à être au service et dans la défense des gens, et je pense qu'au niveau politique, je souhaite amplifier l'action que j'ai menée déjà dans le cadre du bénévolat, en lui donnant donc un aspect politique auquel je crois profondément, parce que je pense encore, et c'est peut-être naïf de ma part, que la politique peut changer le quotidien, et c'est ça mon objectif. Alors en ce qui me concerne,
Pour moi, l'action politique, c'est de l'engagement. C'est pour la res publica, c'est-à-dire la chose publique, c'est-à-dire cet intérêt général dont Mina vient de vous parler. Effectivement, quand dans votre vie personnelle, vous vous engagez, que ce soit en matière de vie associative ou même professionnelle, vous avez envie ensuite de passer une autre étape qui permet de travailler dans tout ce qui est vraiment public, c'est-à-dire la chose publique, c'est-à-dire la politique au sens noble du terme. Donc, moi, je m'y étais pas vraiment préparée, puisque pour moi, la chose publique se faisait par d'autres vecteurs, notamment celui de la vie associative, mais également de la vie sociale, c'est-à-dire la vie que l'on rencontre sur les trottoirs de nos villes et sur les zones publiques. Et quand Norbert Meller était également impliqué avec moi sur de nombreuses associations, donc c'est quelqu'un que je connais depuis très longtemps et qui a cette grande qualité d'impulser cette notion de bien commun et de service public chez les gens, sans imposer quoi que ce soit, mais de l'impulser, ou en tout cas de le travailler, de nous obliger à le travailler nous-mêmes. Et sa proposition a été, Marine, est-ce que tu veux bien rentrer dans mon équipe? Ça peut être pour soutenir l'équipe seulement, ça peut être pour être conseillère municipale, ça peut être pour être adjointe. Je peux pas te dire, est-ce que tu acceptes de rentrer dans cette équipe-là? J'ai accepté de suite la première possibilité qui est celle de le soutenir. Je me suis ensuite posé beaucoup de questions quant au rôle d'adjoint, pour la simple raison que dans une vie de femme et dans une vie familiale, le fait d'être adjoint au maire demande beaucoup de temps, et donc effectivement notre vie familiale va être chamboulée. Et beaucoup de femmes, je suis sûre, refusent à cette étape-là pour des raisons simplement d'investissement personnel sur la fonction, parce que ça demande d'organiser du temps, d'avoir énormément de temps pour pouvoir mettre en place ces missions-là, de pouvoir le faire professionnellement, mais aussi personnellement. Et pour ça, il faut avoir des gens autour de soi vraiment compréhensifs et qui travaillent avec nous. C'est le rôle de nos conjoints. Enfin, ils sont en tout cas là pour nous. Nous serions là, je serais là pour lui s'il avait besoin sur d'autres missions. À un moment donné, il a été là pour moi. C'est important de le rappeler, parce que sans lui, je ne serais pas là, mais je ne suis pas là à cause de quelqu'un d'autre. C'est vraiment par choix. Voilà, c'est ce que je voulais dire. Donc c'est cet engagement-là, et finalement, ce sont des hommes autour de moi qui m'ont permis ça, et également l'éducation de mes parents qui m'ont permis de pouvoir penser un jour faire ce genre de choses sans que ça soit quelque chose d'impossible. Vous avez raison, toutes les deux, c'est souvent des hommes qui nous ont accompagnés sur ce chemin, et non pas qui nous ont autorisés, qui nous ont accompagnés. C'est très différent, parce qu'il y a encore des endroits où on a besoin de l'autorisation des hommes pour être libre et sortir, et ça n'est pas le cas. C'est vrai que c'est aussi plus compliqué pour une femme de prendre ce genre de décision, parce que malheureusement, la vie personnelle fait que quand on a un enfant en bas âge ou un bébé, le congé paternité n'est pas assez long pour permettre au père de prendre suffisamment le relais. Qu'il y a la représentation de la société sur le rôle d'une mère et le rôle d'un père qui n'est pas tout à fait la même, et qui fait peser un poids et une culpabilité que même tout émancipé qu'on est. En tout cas, pour ma part, j'ai eu ces questionnements personnels. Et ensuite, mais on n'arrive pas en politique par hasard. On y arrive parce qu'on a été éduqué, parce qu'on a vu des parents s'engager. Moi, mon père était engagé dans l'associatif et dans le culturel associatif. Donc, ce combat pour la culture pour tous, pour les pratiques amateurs, pour une éthique, pour une excellence aussi dans la culture, sans qu'on soit dans des grandes villes. C'est quelque chose que j'ai très tôt partagé avec mon père. Et ce qui m'a porté à dire oui, c'est plusieurs choses. C'est cette envie de me battre pour une culture libre, émancipatrice, une culture pour tous, mais exigeante, dans une ville de province qui n'a pas accès aux mêmes possibilités que Paris. C'est aussi mes premiers engagements
engagement d'adolescente et mes premières révoltes contre les injustices, puisque mes premières adhésions, ça a été SOS Racisme en 89, après Malik Oussekine, comme beaucoup, où j'ai rencontré des grands amis qui sont restés mes amis, Fodessila, avec qui j'ai partagé de nombreux combats, qui revient à la fois de temps en temps pour nous aider, notamment sur Ingénieuse Afrique. Et c'est ces hommes-là qui m'ont montré la voie, que ce soit mon père, que ce soit Fodessila, des grands exemples de gens qui nous ont prouvé aussi que la politique pouvait changer la vie des gens, comme tu le disais, Mina, et qui m'ont donné envie de participer à ce changement. Et aussi, en politique, on a peut-être justement plus de liberté de bouger les lignes, de changer les choses, qu'on ne les a quand on est fonctionnaire comme moi. Donc, j'ai porté un idéal en devenant CPE, que je n'arrive pas tout à fait à réaliser, vous l'avez compris tout à l'heure, et que j'espère pouvoir approcher un peu plus en étant dans l'action politique, et ces rôles sont complémentaires. Vous êtes-vous déjà heurté à des critiques en raison de votre sexe ou dans votre mandature, toutes les trois? Alors moi je dirais que frontalement, non. Ça peut vous surprendre, mais j'ai pu constater des petites expressions du genre c'est l'assistante du maire, alors que je suis adjointe au maire et non pas l'assistante du maire. C'est un vrai travail en soi qui est complémentaire avec celui du maire. J'ai un portefeuille que je gère. Je regrette aussi que dès que les femmes sont aux responsabilités, on ait du mal à féminiser les fonctions qui sont les leurs, que voilà, la préfète c'est une préfète, et, elle doit l'assumer d'être une femme, et que ce n'est pas un préfet, c'est une préfète. Et la langue française est comme ça, et permet, je pense, aux mentalités de pas évoluer sur cette question-là, qui est très importante, parce qu'encore aujourd'hui, les gens considèrent que la pharmacienne, la préfète, l'avocate sont les épouses des maris qui exercent ces professions, alors que ce n'est pas le cas. Donc j'aime à dire que je suis avocate et adjointe au maire de Foix. Moi, j'ai rarement eu effectivement face à face de réflexion. Au Congrès des maires, il y a quelques années, je suis dans l'Assemblée en tant qu'adjointe au maire, donc un adjoint au maire a les mêmes entrées que les maires, donc je rentre dans la salle et un monsieur me dit « Alors ma petite dame, où c'est qu'on prend les valises ?» J'ai dit « Écoutez mon petit monsieur, vous allez demander à la dame derrière le comptoir, parce que moi je suis dans le même cas que vous. » Il me dit « Mais ne le prenez pas comme ça. » Je lui dis « Comment voulez-vous que je le prenne? Vous m'adressez la parole en me disant « Ma petite dame... » Donc voilà, c'était symptomatique et il comprenait pas. J'ai réagi de façon très rapide et sans pouvoir vraiment réfléchir à ce que je lui disais. Mais je me suis sentie agressée, parce que moi dans ma famille on m'a jamais parlé comme ça. Mais bon, après c'était humoristique, on a discuté et je lui ai dit que ça il fallait pas le faire. Voilà. Donc il m'a dit d'accord, je ferai attention. On avait vécu, Marine, un peu la même chose à Paimpol aussi, aux Assises des petites villes de France, où on représentait Norbert, et il y avait un moment de convivialité où je ne sais plus quel homme nous a demandé un rafraîchissement, et il était très étonné que nous soyons élus. Donc voilà, il y a toujours cet étonnement. Et moi j'ai eu, alors pas beaucoup, pas frontalement non plus comme vous, mais des remarques, puisque en 2014 mon fils n'avait que 4 ans, il était encore petit, et donc il avait encore besoin de sa maman, vraisemblablement plus que de son papa. Donc on m'a demandé comment j'allais faire avec le pauvre Timo que j'abandonnais, jusqu'à des petites remarques en plaisantant, hein, mais il y a quand même un fond où on m'a dit mère indigne sur une soirée, en plaisantant certes, mais on ne dit pas père indigne à un père qui de surcroît avait aussi ses activités associatives par ailleurs, sortait aussi parfois le soir, et à aucun moment on ne lui a dit père indigne sur la petite enfance de notre fils. Donc c'est toujours des petites choses, c'est jamais très frontal, mais c'est des choses auxquelles il faut réagir. C'est très insidieux en fait. Mina, vous êtes en charge de la politique sociale de la ville. Quelles actions avez-vous menées pour réduire les inégalités des sexes? Avec quels partenaires? Alors d'abord, je dirais que je ne cherche pas à réduire les inégalités de sexe, je cherche à les supprimer. Parce que pour moi, c'est une égalité qui n'a pas lieu d'être. Pour moi, la seule différence entre un homme et moi, c'est le fait que moi, je puisse enfanter. Et ça, ce n'est pas du tout un handicap, ce n'est pas une maladie. Mentalement, je me sens aussi capable qu'un homme. Donc pour moi, il faut pas voilà, c'est pas réduire, c'est supprimer. Ce qui est mené concrètement par la ville de Foix, alors il y a énormément de choses qui sont faites et j'ai peu de temps pour le résumer, mais en gros, je dirais que la ville subventionne les associations qui viennent
donc en aide aux femmes, qu'elles soient victimes de violences ou qu'elles soient là pour promouvoir l'émancipation des femmes comme les Sœurs Optimistes. Le CIDFF et de manière générale, la commune soutient toutes les actions qui vont dans le sens de l'égalité, mais dans tous les domaines d'ailleurs, pas qu'en matière d'égalité des sexes. Donc concrètement, vous l'aurez compris, en subventionnant, en mettant à disposition des locaux, du matériel, ainsi que des agents. Et à chaque fois que nous pouvons, que la question se pose de l'égalité de traitement, évidemment, nous sommes favorables et nous faisons tout pour favoriser l'égalité entre les sexes. Les partenaires, puisque vous me posez la question des partenaires, je pense que les premiers partenaires, en dehors des institutionnels que je viens de vous citer, c'est un peu ce que Pascal a dit tout à l'heure, pour moi les premiers partenaires ce sont les hommes. Je suis féministe, je le revendique d'être une féministe, mais je suis ce qu'on appelle une féministe inclusive, c'est-à-dire que pour moi l'égalité, on ne peut pas l'atteindre si les hommes ne sont pas convaincus eux-mêmes de son utilité pour l'ensemble de la société. Nous avons intérêt à être égaux, à être traités de manière égale, et ça suppose que les premiers partenaires naturels, ce soient les hommes. Mina est en charge donc de la commission égalité femmes-hommes au niveau de la mairie, et donc chaque fois que nous avons des actions au niveau de notre conseil municipal et de nos commissions, nous pensons toujours sur la transversalité égalité femmes-hommes, avec des actions qui peuvent être complètement diverses, que ce soit dans la culture, dans l'éducation, mais également dans la communication. Oui, dans la culture et le sport également, on a réussi grâce à Mina à peut-être avoir une vision beaucoup plus transversale de cette égalité. On a de beaux exemples de sportives qui sont sur foi. On a reçu de belles championnes au judo. Dans la culture, il reste encore beaucoup à faire, puisque en faisant des études de lettres, je me suis rendu compte, mais avec du recul, parce que quand on est dans le système, on s'en rend pas compte, mais que je n'avais par exemple que très peu de références féminines, d'autrices, que j'avais très peu de modèles féminins d'artistes, si ce n'est des comédiennes ou peu de chanteuses compositrices, pas parce que les femmes ne sont pas aussi créatives, mais parce qu'elles ont moins de portes qui s'ouvrent, elles sont moins éditées, elles sont moins diffusées sur les radios et elles sont moins sur les plateaux de concerts. Donc on essaie progressivement, notamment alors Concert sur place, c'est le festival sur lequel on a la main, d'avoir au moins un plateau féminin avec une femme créatrice qui écrit ses chansons, qui les compose, qui est à l'origine du groupe, qui est à l'origine du projet qu'elle présente et qui n'est pas choriste derrière un chanteur vedette ou danseuse derrière un groupe vedette. Et ça, c'est un vrai travail pour donner aussi aux petites filles et aux filles des références, et des références dans tous les domaines, pas seulement la jolie fille qu'on voit au fond d'un plateau. Une femme dans la culture, elle peut être opérateur technique, elle peut être régisseuse d'ailleurs, pardon. Elle peut être, on a un exemple à fois, directrice d'une structure culturelle, comme Madame Albanese, directrice de l'Estive. Je me réjouis qu'enfin le ministère de la Culture ait imposé pour les recrutements la parité dans l'examen des dossiers. Malheureusement, même dans la culture, il a fallu imposer la parité, ce critère-là, mais il y a encore beaucoup de chemin à faire pour que les représentations changent et que les ambitions des filles qu'elles se sentent autorisées en fait à aller dans tous les métiers et à avoir toutes les ambitions. Je voudrais juste, pour terminer, sur 2 points, pour rebondir sur ce que dit Pascal, sur la visibilité des femmes. Effectivement, il y a tout un travail à mener sur le plan, je veux dire, national, sur ce sujet-là. Donc avec la ville, nous consacrons une page du magazine de la ville, qui sort tous les trimestres, à la thématique de l'égalité entre les femmes et les hommes, de manière à familiariser ceux qui ne le sont pas encore avec la question de l'égalité femmes-hommes, et de manière à visibiliser, rendre visibles ces femmes-là, parce qu'il y en a énormément qui ont œuvré et qui œuvrent encore dans des domaines divers et variés. Et enfin, rebondir sur ce qu'a dit Marine, qu'effectivement on a créé une commission dédiée à l'égalité homme-femme, qui sera un observatoire de cette égalité, parce qu'on pense collectivement que une commune, a sa part à faire dans ce travail-là vers l'égalité. Que diriez-vous à la petite fille que vous étiez ? La petite fille que j'étais ne parlait pas français, puisqu'elle est née au Maroc et qu'elle ne parlait que la langue berbère. Donc je lui dirais, en berbère, Douena Chocolan et Maïmahna, qui signifie va remercier ta grand-mère. Je vais vous expliquer pourquoi.
Les sociétés berbères sont des sociétés traditionnellement matriarcales, et ma grand-mère était vraiment l'archétype de la matriarche. C'est une femme qui avait énormément d'autorité, qui était très écoutée, et qui a tout fait pour que les femmes soient au premier plan, puissent faire ce qu'elles ont envie de faire. Et j'adorais ma grand-mère. C'est elle, je pense, qui a mis en moi la petite graine du féminisme déjà très tôt. Et pour vous raconter une anecdote, je me souviens très clairement on recevait des personnes pour le goûter. Donc imaginez un salon marocain avec une théière et 15 invités autour du thé. Et la petite fille que j'étais se fichait complètement des conventions sociales qui auraient voulu qu'on serve le thé immédiatement à ses invités. Je jouais avec la théière et ma grand-mère faisait tout pour que je continue à jouer plutôt que de déférer conventions sociales qui voulaient qu'on serve le thé aux invités. Donc ces gens-là n'ont jamais pris le thé puisque j'étais occupée à jouer avec ma théière sous la protection de ma grand-mère. Donc je voulais la remercier et remercier toutes ces femmes en fait à travers elles qui ont œuvré pour que le féminisme existe, qui ont œuvré pour l'IVG, qui est encore en danger. Donc on a un travail à mener, à continuer. C'est dans la continuité de toutes ces femmes-là, de toutes ces grand-mères. Je me sens redevable de quelque chose et je souhaite vraiment poursuivre ce combat-là. Alors c'est marrant parce que moi j'allais vous parler de ma grand-mère, on s'était absolument pas concerté. Moi j'ai une grand-mère qui a eu 7 enfants, qui était maîtresse d'école, puis directrice d'école, puis qui était mère. Et c'était il y a longtemps, et qui a ouvert la voie à ces femmes en politique, et qui a permis cette émancipation chez ses enfants, qui ensuite ma mère qui a continué ce travail-là avec moi. Et donc c'est marrant que tu racontes ça parce que on a tous au fond de nous une grand-mère qui nous a guidés et qui est notre exemple, ou en tout cas un des exemples, parce que c'est pas l'unique, mais en tout cas cette étoile que l'on peut suivre. Donc moi c'est ma note, je pense à elle aujourd'hui. Et c'est drôle parce que moi aussi, j'ai eu une grand-mère qui venait d'un milieu très modeste, qui était née dans une ferme. Ma mère est d'ailleurs née aussi dans cette ferme. Une grand-mère qui avait beaucoup de rêves d'émancipation, qui aurait aimé piloter des avions, qui était très ouverte, qui aimait lire des livres, qui aimait les émissions de radio un peu innovantes, et qui m'a toujours répété depuis la plus petite que je sois, avant de te marier, avant de servir un homme, fais des études et fais ce dont tu rêves, et avance pour toi. Et c'est quand même une dame qui, venant de ce milieu-là, avait payé des études à ma mère, ce qui était plutôt très rare, avait permis à ma mère d'aller à l'université, peut-être à l'encontre des projets de mon propre grand-père, qui trouvait que ça n'avait pas beaucoup de sens et qui aurait préféré que sa fille travaille, suive le chemin de la famille. Alors lui, il était commerçant par ailleurs et il comprenait pas que plus personne ne couse dans cette famille, par exemple. Mais voilà, donc je pense à cette grand-mère qui trouvait que c'était très bien que je ne sache pas repasser ni coudre, mais que je fasse des études et que je lise des livres, et qui avait envie peut-être aussi de vivre par procuration ce qu'elle n'avait pas pu vivre elle à travers ma sœur et moi. Donc c'est vrai qu'on porte ces femmes-là qui ont eu le courage de la parole et qui nous ont permis peut-être nous d'avoir la possibilité des actes, et on leur doit quelque chose. Merci Marine, Mina et Pascal. Mina, vous êtes aussi membre de l'ONG So Optimiste, que nous accueillerons dans l'épisode prochain.